Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur Face au Patriote TV. À la une de cette édition, la commune de Bobo-Dioulasso innove avec sa première journée de redevabilité. Nous en parlerons dans cette édition. L'Institut des peuples noirs Farafina installe son tout premier conseil d'orientation. Les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, comme annoncé en titre, première journée de redevabilité à Bobo-Dioulasso. La délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso a tenu sa toute première journée de redevabilité ce mardi 30 juin 2026 dans la salle régie de l'université Baba Coulibaly. Une initiative qui vise à renforcer la transparence et la confiance entre les autorités locales et les citoyens. Un exercice qui a connu la participation massive de la population bobolaise. Suivons le point avec Priska Konkobo et Esther Nyumo. Autorités communales, administratives et citoyens de la ville de Sia se sont tous rassemblés dans cet amphithéâtre de l'université privée Baba Coulibaly pour échanger sur le développement de la commune. Nous sommes à la première journée de redevabilité communale, exercice 2026. Placée sous le signe de la transparence, cette journée a permis au président de la délégation spéciale PDS de dresser le bilan des actions déjà réalisées, notamment dans le domaine des infrastructures, de l'assainissement, de la voirie, de l'éducation ou encore de la santé. Tous les secteurs clés ont été passés au crible. L'autorité locale a également profité de l'occasion pour exposer les difficultés rencontrées et décliner les perspectives pour une commune plus émergente. La journée de redevabilité est une obligation légale au terme du Code général des collectivités territoriales. Le nouveau code adopté en fin décembre 2025 institue obligatoirement pour les collectivités territoriales 2 sessions de redevabilité par an. Et donc c'est celle que nous venons d'achever ce matin, la première journée de redevabilité pour l'exercice 2026. Qui nous a permis de faire le bilan de nos actions depuis le 1er janvier 2025 à ce jour même 30 juin, soit 18 mois. Et donc vous avez pu prendre connaissance un peu de nos différentes données statistiques en termes de santé financière, où les choses évoluent relativement assez bien et positivement. Aussi des domaines, les défis qu'on a à relever encore, des questions assez importantes du capital pour la vie des cités, comme une cité comme Bobo-Dioulasso, la question de l'assainissement. Face aux nombreuses préoccupations soulevées par l'assistance, le président de la délégation spéciale s'est voulu rassurant. Il a apporté des éclaircissements et promis que ces doléances seraient intégrées dans la planification des actions futures de la commune. Donc aujourd'hui, nous avons pu faire le tour un peu des préoccupations de la cité. Je ne passerai pas sous silence la question des aires pour les inhumations, les cimetières, qui a largement été abordée aujourd'hui. Il nous faut aujourd'hui trouver une solution si on veut qu'à l'horizon de 25 à 50 ans à venir, les gens n'ont pas de problème d'espace pour inhumer les défunts. Donc c'est une belle journée de redevabilité en somme, avec une pleine participation des personnes de ressources, des populations invitées. Des recommandations nous ont été faites. On va travailler à les mettre en œuvre, à effectivité. Et donc travailler toujours à donner le meilleur de nous-mêmes pour répondre aux besoins des populations, surtout en termes de fourniture de services sociaux de base, dans tous les domaines. Cette démarche de dialogue direct a été vivement saluée par les participants. Pour eux, cet exercice est essentiel à instaurer un climat de confiance réciproque. Une appréciation positive que cette journée de redevabilité nous galvanise encore à doubler d'efforts. Et vraiment, ça a été une journée dont le peuple attendait, le peuple de la région attendait, parce que tous les autres arrondissements ont procédé à des journées de redevabilité avant d'arriver à celui de la commune. Donc vraiment, nous en sommes fiers. Nous avons discuté, on a vraiment donné des idées, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Très révolutionnairement, vraiment, nous sommes très contents et nous les encourageons.
Cette première journée de redevabilité marque ainsi une étape importante dans la consolidation de la gouvernance participative à Bobo-Dioulasso. Bien plus qu'un simple bilan, elle s'impose désormais comme un cadre d'écoute et de co-construction pour l'avenir de la commune. Installation du conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs Farafina. Reprendre le contrôle du récit africain et redonner toute leur place au savoir endogène dans la construction de la souveraineté des peuples. C'est la vision portée par l'Institut des peuples noirs Farafina. Pour concrétiser cette ambition, les membres de son premier conseil d'orientation ont été officiellement installés ce mardi 30 juin à Ouagadougou par le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Plus de précisions dans ce récit de Nafissatou Dissa. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'Institut des peuples noirs, IPN Farafina. Avec l'installation de son tout premier conseil d'orientation, les autorités donnent un nouvel élan à cette institution appelée à devenir un véritable laboratoire de réflexion sur l'histoire, la culture et la mémoire des peuples noirs. Selon le chef du gouvernement, la reconquête de la souveraineté ne se résume pas aux seuls enjeux politiques, économiques ou sécuritaires. Elle passe aussi par la maîtrise de son histoire, la valorisation de ses savoirs et la capacité à produire son propre récit. La renaissance effective de l'Institut des peuples noirs Farafina, après une période de léthargie et d'abandon consécutive à l'assassinat tragique du camarade président Thomas Sankara, est un signal fort. Elle traduit la volonté du Burkina Faso de reprendre le fil de son histoire, de restaurer ses instruments de pensée et d'action et de replacer la culture, la mémoire, la science et l'identité au cœur du combat pour la souveraineté. C'est pourquoi l'IPN Farafina doit être un outil stratégique de libération des consciences, de réhabilitation de nos héritages et de projection d'une Afrique debout, digne et solidaire. Composé de 12 personnalités reconnues pour leurs engagements intellectuels et panafricains, le Conseil d'orientation est chargé d'accompagner les grandes orientations de l'Institut. Il contribuera notamment à la recherche, la formation, la préservation des archives et à la valorisation du patrimoine historique et culturel des peuples noirs. Pour ses membres, l'ambition est claire, faire de l'IPN Farafina un espace de production de connaissances, de transmission des savoirs et de dialogue entre l'Afrique et sa diaspora. Notre responsabilité ne consiste pas à gérer le quotidien de l'Institut, elle est plus exigeante. Elle consiste à définir les grandes orientations stratégiques, à veiller à la qualité de la gouvernance, à préserver la cohérence de l'action de l'Institut et à accompagner son développement dans le respect des missions qui lui sont confiées. Notre devoir est donc de bâtir une institution solide, crédible et durable, capable de servir le Burkina Faso, l'Afrique et surtout les générations futures. Avec l'installation de ce premier conseil d'orientation, l'IPN Farafina entend désormais s'affirmer comme une référence dans la préservation de la mémoire des peuples noirs, la promotion des savoirs endogènes et le rayonnement culturel de l'Afrique sur la scène internationale. 4 hôpitaux mobiles remis aux forces combattantes. Le camarade Premier ministre chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a procédé au nom du président du Faso à la remise officielle de 4 hôpitaux mobiles au ministre de la Guerre et de la Défense patriotique ce mercredi 1er juillet 2026. Cette dotation, qui intervient dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé, traduit la volonté des plus hautes autorités de renforcer la prise en charge sanitaire des forces combattantes et à améliorer la réponse médicale en situation d'urgence. Plus de précisions dans ce récit de Priska Konkobo. 4 hôpitaux mobiles pour le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique.
Équipé d'appareils de haute technologie, chaque hôpital mobile comprend un bloc opératoire avec un système autonome de production et de dispensation d'oxygène médical, une table opératoire polyvalente, un chariot d'anesthésie intégré ainsi que des batteries assurant l'autonomie en cas de coupure d'énergie. Objectif, pouvoir les déployer au plus près des théâtres d'opération pour réduire significativement le délai de prise en charge des combattants blessés. Nous venons effectivement de procéder au nom du camarade président du FASO, chef de l'État, à la remise de ces 4 hôpitaux modernes. Ce n'est pas une première, c'est une remise de plus. Et évidemment, ces hôpitaux modernes doivent apporter une amélioration significative dans la prise en charge de nos combattants blessés au plus près des théâtres des opérations, mais également la population en général. Je pense que la visite guidée nous a permis de découvrir des hôpitaux vraiment modernes, avec d'une part un module composé d'un bloc opératoire moderne sur roue, très bien équipé, y compris pour la production et la dispensation de l'oxygène médical. Les hôpitaux mobiles intègrent également un véhicule d'exploration comprenant 2 modules complémentaires, un module d'imagerie et un module de laboratoire. Le module d'imagerie est doté d'un scanner de 32 barrettes avec injecteur de produits de contraste, d'un échographe ainsi que d'un appareil de radiographie mobile os-poumon. Le Premier ministre a salué l'acquisition de ces équipements, fruit de l'effort collectif national. Donc l'objectif évidemment de disposer d'hôpitaux de ce type mobile, c'est de pouvoir les déployer au plus près des théâtres d'opération pour réduire significativement les délais de prise en charge de nos combattants blessés, ce qui va leur assurer une plus grande chance de survie. Mais au-delà évidemment des combattants, ce sont des hôpitaux mobiles qui sont destinés à la prise en charge de l'ensemble de nos concitoyens qui sont dans un besoin d'intervention. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons procédé à la remise de ces hôpitaux mobiles. Et évidemment, comme vous l'avez suivi, nous avons engagé le camarade ministre d'État, ministre de la Guerre, à faire en sorte que ces hôpitaux mobiles qui ont été acquis à la sueur du front, qui ont été le fruit du labeur du peuple burkinabé, qu'ils puissent être utilisés de façon optimale. Pour ces véhicules, le camarade président du FASO, le capitaine Brahim Traoré, a voulu d'abord que nous recevions la première tranche il y a eu quelques mois. Donc c'était un premier module que nous avons eu le temps d'expérimenter sur le terrain et de le tester de bout en bout. Et donc à l'issue de ces tests, il y a eu beaucoup d'améliorations, de recommandations qui ont été formulées et le fabricant a pris cela en compte pour nous permettre cette fois-ci d'avoir un outil qu'on peut vraiment manier à l'aise. Disons par exemple que pour l'imagerie médicale, à la première fois, on ne pouvait pas imprimer les résultats systématiquement parce que l'écran est là. On peut aller lire les résultats sur les écrans, mais on ne pouvait pas les imprimer. Mais cette fois-ci, tout ce qui est appareil d'imagerie est connecté, qui permet de sortir les résultats systématiquement. Au-delà de la prise en charge des forces combattantes, ces infrastructures déployables selon les besoins pourront également être rapidement mobilisées afin de contribuer à l'offre de soins en cas d'urgence ou de catastrophe, notamment dans les zones où les infrastructures sanitaires sont insuffisantes ou difficilement accessibles. En sport, la 3e édition de Dafra Foot Award, cette cérémonie de distinction des acteurs du football burkinabé, s'est tenue le samedi 27 juin 2026 dans la salle Rosario Chiquette de Bobo Dioulasso, une soirée de gala de récompense des meilleurs talents et artisans du Faso Foot, tout en célébrant l'excellence, le mérite et l'engagement. Du sacre de Christophe Ouattara en tant que Dafra d'or 2026 aux nombreuses distinctions individuelles et honorifiques, sans oublier les innovations marquantes de cette édition. Plongée au cœur d'une soirée riche en émotions avec Amidou Ouedraogo. Après une saison exceptionnelle couronnée par le titre de champion du Burkina Faso, Christophe Ouattara du Raïmou FC a été sacré Dafra d'or 2026, une distinction qui lui a été décernée lors de la 3e édition des Dafra Foot Awards. Défenseur central de métier, l'académicien de Bama a marqué les esprits grâce à une saison remarquable, ponctuée de 6 réalisations.
Il s'est surtout illustré par sa contribution déterminante au sacre de Raïmo FC en championnat. Bon, déjà, il faut dire que je remercie déjà le choix porté. Voilà, tout d'abord, remercier Raïmo Club qui m'avait donné la chance de pouvoir m'exprimer. Voilà, et profiter, remercier remercier l'initiative et espérer travailler encore plus. Ça va me pousser encore à redoubler d'efforts, voilà, et espérer avoir plus de trophées dans les jours à venir. Outre le prestigieux Dafra d'Or, cette soirée a également récompensé le mérite d'une dizaine d'autres acteurs du football national. Le trophée du meilleur entraîneur de la D1 masculine est revenu à Brahma Zongo de Raïmo FC, tandis que Romari Kassome de la JEB s'est adjugé les distinctions du meilleur buteur et de jeune espoir du Guirico. En deuxième division, le meilleur coach est Ousmane Compaoré Didlato de l'AS Maya. Le meilleur gardien de la première division est Sheriff Adama Aïdara du Sporting Football Club de Tanouya. Des trophées d'honneur ainsi que des distinctions à titre posthume ont été également décernés à des personnalités ayant contribué au rayonnement du football burkinabé. Un pari réussi pour le comité d'organisation. L'objectif de Dafra Foot World, c'est de faire la promotion du football national. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas une plateforme de promotion des jeunes qui évoluent au championnat burkinabé. Donc il fallait faire quelque chose pour leur permettre d'avoir une visibilité et rapidement de décrocher les contrats pour aller aussi monnayer les talents à l'étranger. C'est ce qui nous a motivés à créer Dafra Foot World. Et depuis 3 ans, l'aventure continue. Et c'est un motif de satisfaction pour nous, cette 3e édition que nous avons baptisée comme édition de la résilience. On a pu tenir, vous avez vu la forte mobilisation derrière et l'ambiance et tous ces acteurs-là qui se retrouvent, qui se sont perdus de vue, mais qui se retrouvent à travers cette cérémonie de distinction. Donc ça prouve que nous sommes sur la bonne voie. C'est l'exhortation des acteurs à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Et afin certainement d'animer les prochaines soirées de Dafra Football Awards qui manqueront pas d'être belles. Et on espère aussi qu'avec le temps, l'activité ira en grandissant pour devenir un événement majeur en matière d'événementiel de récompense pour les sportifs du Burkina Faso. L'innovation majeure de cette 3e édition de la prestigieuse cérémonie de distinction des mérites des acteurs du Faso Foot demeure sans doute l'intégration de la récompense des acteurs du championnat féminin. Par ailleurs, une dizaine de personnalités ont été élevées au rang d'ambassadeurs de Dafra Foot World à l'occasion de cette 3e édition. Ainsi s'achève l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 1er juillet 2026. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie de votre fidélité. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Sur ce mot, Faso Patriote TV vous dit à demain. Bonne soirée.